Il y a beaucoup de problèmes dans le monde où on n'a pas beaucoup d'influence, on se sent impuissant, on dépend de nos dirigeants. Il y a beaucoup de choses où on dépend de nos dirigeants. Et si nos dirigeants ne veulent pas bouger, malheureusement, les choses ne bougent pas. Mais là, le gros avantage avec l'alimentation, c'est qu'on peut tous faire quelque chose là, maintenant, tout de suite. On dépend de personne et ça fait avancer les choses dans le bon sens. Alors maintenant, on va accueillir, si vous êtes d'accord de rester avec nous, on va accueillir quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Jérôme Bernard Pellet, qui d'ailleurs a accepté de devenir notre conseiller scientifique. Est-ce que vous auriez un petit mot à dire à propos de Jérôme pour l'accueillir, justement? Bien. Non, Jérôme, on a eu la chance, nous aussi, de le croiser plein de fois. C'est lui qui a accepté de relire Vegan Pratique, donc qui nous permet d'avoir des informations justes, fiables, sur notre site internet. Il intervient brillamment dans les médias, justement, pour défendre l'idée qu'on peut manger végétalien sans mourir demain matin. Et donner des conseils adaptés, nous alerter sur comment bien manger, puisque effectivement c'est un changement d'habitude, donc voilà, comment prendre de bonnes habitudes et tout ça, et avec toujours rigueur, en s'appuyant sur des références scientifiques incontestables. Donc voilà, nous c'est plein d'admiration. Oui, nous aussi. Hein. Oui. Le problème de Jérôme, c'est qu'il est tout seul et qu'il n'est pas assez. Il faudrait le cloner. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, nous, on a été vraiment touchés. On va vraiment l'accueillir là maintenant. Mais nous, on a été touchés par ses connaissances, sa curiosité, son ouverture d'esprit. C'est quelqu'un d'absolument extraordinaire. Et je vous demande de l'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements. Merci Jérôme. Je te propose de... On va lui redonner un micro. Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Alors, cette mini-conférence que je vais faire est sans prétention puisqu'elle va se focaliser à répondre sur une question simple. Je ne vais pas faire une conférence technique qui va détailler la question des protéines, du calcium, du fer, etc. Évidemment, ce sont des questions importantes. J'ai collecté beaucoup de données sur le sujet et pour les plus curieux d'entre vous, ceux qui veulent vraiment aller au fond des choses, j'ai sur une clé USB ici plein de références scientifiques que je suis prêt à vous donner gracieusement si vous avez envie d'approfondir toutes ces questions. Mais parfois la complexité, c'est une façon d'embrouiller. Là, j'ai décidé d'aller droit au but. En fait, ce n'est pas évident pour tout le monde. Effectivement, comme on l'a très bien dit, différents intervenants avant moi, qu'on a été conditionnés pour penser qu'il est indispensable de manger de la viande. Donc je vais répondre à cette question toute simple. Peut-on se passer de manger des animaux, oui ou non? Voilà. On entend souvent ça. La viande est indispensable à la santé. Voilà. Moins maintenant. C'est une idée qui a du plomb dans l'aile. Mais on entend d'autres choses. On entend les produits laitiers sont indispensables à la santé. Les œufs sont indispensables à la santé, etc. Alors, il y a beaucoup d'arguments théoriques sur le sujet. On peut toujours discuter du taux d'absorption du calcium, du lait par rapport à l'eau minérale, par rapport au brocoli, etc. Mais rien ne vaut un test en grandeur nature. Pour vraiment savoir si c'est possible de se passer de manger de la viande ou des produits laitiers ou des œufs, en fait, il suffit d'observer. Il suffit d'observer les gens qui ont choisi d'arrêter. Est-ce qu'il va leur arriver des choses terribles ou est-ce qu'ils vont relativement bien se porter? C'est vraiment la reine de la preuve. Alors, pour ça, on a un critère un petit peu technique en médecine qui est la mortalité globale, toutes causes confondues. C'est vraiment la façon qui est considérée la plus pertinente pour répondre à cette question. Alors, par exemple, je donne souvent cet exemple, le tabac, c'est mauvais pour la santé. Alors, pourquoi c'est mauvais pour la santé? Parce que lorsqu'on compare des gens qui fument avec des gens qui ne fument pas, eh bien, il y a des décès précoces chez les fumeurs. Il va y avoir des décès précoces par infarctus du myocarde, il va y avoir des décès
précoces par emphysème pulmonaire, il peut y avoir des décès précoces par des cancers du poumon, des cancers de la vessie, etc. Donc effectivement, c'est un mode de vie qui a tendance à être délétère. Alors, cette façon de vivre, qui est d'arrêter de manger des produits d'origine animale, est-ce que c'est neutre? Ça peut être neutre. C'est-à-dire que ça n'a pas d'effet particulier par rapport, si on les compare à des personnes qui mangent régulièrement des produits animaux. Ça peut être délétère, donc créer des problèmes de santé qu'on ne voyait pas avant, ou ça peut au contraire améliorer la santé. Alors, on dispose déjà de la réponse à cette question depuis au moins 20-25 ans, parce qu'on a déjà fait des études de cohorte, on a suivi l'état de santé de personnes dites ovo-lacto-végétariennes, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas de produits animaux, enfin, ils ne mangent pas de chair animale, mais qui consomment des produits laitiers et des œufs. Donc déjà, on avait résolu cette question concernant les végétariens. Par contre, on n'avait pas d'idée claire sur le sujet chez les personnes qui ont une alimentation 100% végétale. Et depuis 2013, on a la réponse. Alors, le paradigme dominant, c'est l'alimentation 100% végétale est dangereuse, surtout ne faites pas ça. Voilà, c'est vraiment une idée qui est très ancrée dans l'inconscient collectif et qui est répétée 1000 fois, qui continue à être répétée d'ailleurs. Et on a une grande étude sur le sujet où on a recruté 73 000 personnes qu'on a suivies pendant presque 6 ans, personnes qui avaient des modes alimentaires différents. Alors, cette présentation n'a pas du tout la prétention de démontrer que c'est le mode alimentaire le meilleur pour la santé, parce que il y a plusieurs façons de s'alimenter. On peut être complètement 100% végétalien, mais manger de la nourriture qui n'est pas très, très saine. On peut être très porté sur la junk food. Et inversement, on peut manger de la viande, mais pas beaucoup. Beaucoup de bons végétaux, etc. Donc, c'est pas vraiment ce que je veux démontrer. Ce que je veux démontrer, c'est le caractère viable de la question. Lorsqu'on vous dit que c'est pas possible d'arrêter des produits d'origine animale, la science a complètement explosé cette idée fausse, parce qu'en fait, les études qu'on a, soit chez les végétariens, il y a quelques études qui montrent qu'il n'y a pas de différence, mais la plupart des études montrent une baisse de la mortalité par rapport aux personnes qui mangent régulièrement des produits d'origine animale. Il y a 0 étude qui montre une augmentation de la mortalité par rapport à des personnes qui ont une alimentation plus conventionnelle. Donc cette idée comme quoi il faut absolument manger des produits d'origine animale s'effondre. Alors, pour l'absence de consommation de viande, on savait que c'était possible depuis longtemps. Là, je vous ai mis sur la diapositive un récapitulatif d'études qui avaient étudié ces questions déjà il y a longtemps. Et on avait des études qui montraient qu'il n'y avait pas de différence, et puis des études qui montraient qu'il y avait une augmentation de l'espérance de vie chez les personnes qui arrêtaient de manger de la viande. Donc ça, c'est maintenant bien démontré que c'est tout à fait possible. Alors, on a décidé avec les organisateurs de faire une présentation assez courte, donc on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais en général, par expérience, la première question que les gens se posent en arrêtant la viande, c'est « mais où va-t-on trouver les protéines ?» Alors, je tiens à rappeler qu'en fait, les acides aminés essentiels, les animaux ne sont pas capables de les fabriquer eux-mêmes. En fait, c'est les plantes qui fabriquent les acides aminés essentiels. Les animaux, eux, fabriquent les acides aminés non essentiels, mais au départ, ce sont les plantes qui les fabriquent. Et les animaux ne sont qu'une sorte de réceptacle qui vont recevoir ces acides aminés fabriqués par les plantes, puis après nous les transmettre. Mais au départ, ce ne sont pas eux qui les ont fabriqués. Alors, il y a 3 grandes sources de protéines dans le règne végétal. Vraiment, la meilleure source de protéines végétales, ce sont les légumineuses. Tout ce qui est lentilles, pois, pois chiches, haricots secs, fèves, soja, c'est vraiment parfait. Il n'y a rien à dire. Il y a 2 autres grandes sources de protéines végétales. Alors, il y a les oléagineux, donc tout ce qui est noix, noisettes, amandes, cacahuètes, pistaches, mais aussi graines de lin, graines de courge, graines de tournesol. De façon arbitraire, c'est pas classé dans les aliments riches en protéines, alors qu'il suffit de regarder les chiffres. En général, c'est des aliments qui contiennent entre 20 et 25, voire 30 grammes de protéines pour 100 grammes, ce qui est énorme. La 3e grande source, ce sont les céréales. Les céréales, c'est moins riche en protéines, mais il y en a
aussi des quantités significatives. En général, c'est entre 7 et 10 grammes pour 100 grammes de céréales. Alors, les céréales et les oléagineux ont tendance à être limités en un acide aminé essentiel qu'on appelle la lysine. Problème que n'a pas les légumineuses. Mais globalement, ce sont des faux problèmes. Il suffit de manger à sa faim. Il n'y a pas besoin d'être un technicien pointu de l'alimentation pour équilibrer son alimentation. Et on y arrive très bien. Alors, on m'a demandé aussi de traiter brièvement la question des impacts écologiques. Alors, sans prétention, parce que je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais évidemment, je m'y intéresse. Vous devez savoir que, d'après Greenpeace, 80% de la déforestation en Amazonie est due à l'élevage. Parce qu'il faut cultiver du soja OGM plus souvent pour nourrir les animaux européens. Et pour ça, on déforeste pour cultiver ce soja OGM. L'élevage est responsable d'une grande partie de l'émission des gaz à effet de serre. En fait, la grande affaire qui permet d'expliquer le reste, c'est on a commencé à en parler, c'est que le fait de passer par la filière animale, ça a un mauvais rendement. Grosso modo, il faut 10 kilocalories de nourriture végétale pour produire une seule kilocalorie d'aliments d'origine animale. Et donc, c'est 90% de gaspillage, c'est plus de tout, donc évidemment plus d'eau. Et donc, c'est pas l'idéal. Alors, le très important aussi, c'est la lutte contre la faim dans le monde. Parce que le problème de la politique de passer par les produits d'origine animale, bien évidemment, ça va gaspiller de la nourriture. On va enlever du marché mondial des céréales, des oléagineux, des légumineuses pour les donner à des animaux qui vont les détruire à 90%, qui vont nous restituer que 10%. C'est un peu dommage. En fait, plus on mange de la viande, plus on a tendance à retirer le pain de la bouche de ceux qui ont faim, et donc ce n'est pas l'idéal. Alors, ma conclusion, c'est qu'on n'est pas dans un monde de tout ou rien. On sait très bien que pour arrêter les produits d'origine animale, il y a des obstacles, c'est pas facile. Il y a les obstacles sociaux, il y a la famille, changer ses habitudes, c'est pas évident. On a tous intérêt à faire un effort pour végétaliser son alimentation, même un petit peu. Les plus motivés iront jusqu'au bout de la démarche en devenant 100% végétaliens. D'autres contenteront, c'est déjà très bien, ovo-lacto végétarien. Mais tout ça, ça va vraiment dans le bon sens. En diminuant les produits d'origine animale dans son assiette, on s'aide soi-même. En diminuant les risques de cancer du côlon, maladies cardiovasculaires, cancer du pancréas, les problèmes de diabète. Il y a un fort lien entre consommation de viande et diabète. On aide aussi la planète. On aide l'ensemble des êtres humains en gérant mieux les ressources limitées de cette planète. Et Pablo, après, va en parler beaucoup mieux que moi. Et évidemment, on rend un service aussi énorme aux animaux. Tout ça va dans le bon sens. Ça vaut vraiment le coup de s'investir. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes dans le monde où on n'a pas beaucoup d'influence, on se sent impuissant, on dépend de nos dirigeants. Il y a beaucoup de choses où on dépend de nos dirigeants. Et si nos dirigeants ne veulent pas bouger, malheureusement, les choses ne bougent pas. Mais là, le gros avantage avec l'alimentation, c'est qu'on peut tous faire quelque chose là, maintenant, tout de suite. On dépend de personne et ça fait avancer les choses dans le bon sens. Je vous remercie pour votre attention. Eh bien, on ne peut pas plus clair. Hein. Mais tu viens de nous montrer finalement que le problème de la consommation de la viande, en fait, peut résoudre énormément de difficultés dans le monde. Énormément. C'est ça qui est fantastique. On ne fait pas d'une pierre deux coups, on fait d'une pierre 3 coups, 4 coups, 5 coups. Ça vaut le coup. Oui, c'est qu'elle de dire. Tu aurais une question à lui poser ou faire un commentaire sur son intervention? Faut que tu lui donnes ton micro. Oh, non, c'est bon. Moi, je connaissais un petit peu tout ça. Après, peut-être il y a la question d'une certaine vitamine dont il faudrait peut-être parler. Oui. Je sais pas si... la question qui tue. Oui. Non, je pense que c'est important aujourd'hui dans l'état actuel des connaissances, en tout cas. Oui, la fameuse B12. Tout à fait. Alors, je ne suis pas rentré dans
détails techniques, mais l'alimentation 100% végétale n'a pas du tout la prétention d'être une alimentation parfaite. C'est une alimentation qui est en général bien meilleure que l'alimentation classique, avec des produits animaux à tous les repas, des chips, la malbouffe, etc., plein de pesticides, etc., etc. Mais il y a des points faibles. Donc le point faible le plus important, c'est par rapport à la vitamine B12. C'est vrai que c'est vraiment difficile de trouver la vitamine B12 dans le règne végétal. Donc le fer, c'est pas le problème. Les protéines, c'est pas le problème. Mais la vitamine B12, il faut s'en préoccuper sérieusement. Une supplémentation est ce qu'il y a de plus raisonnable. Surtout pour les enfants, les adultes ont des réserves, ont le temps de voir venir. Mais alors là, les enfants, il ne faut pas jouer avec ça. Là, la supplémentation est indispensable. Il y a aussi des nutriments qui sont plus difficiles à trouver, l'iode, le zinc, le calcium aussi, il faut faire attention. C'est faisable, mais sans supplément, mais il est bon d'avoir quelques connaissances pour ne pas se mettre en situation de carence de consommation en calcium. Le zinc aussi, c'est un peu difficile à trouver. Mais on oublie de dire aussi qu'il y a beaucoup de nutriments nettement plus faciles à trouver dans une alimentation complètement végétale. Je pense aux fibres alimentaires. La plupart d'entre nous mangent qu'un tiers de ce qu'il faudrait au niveau des fibres alimentaires, qui sont des glucides impossibles à digérer, mais qui ont tout un tas de propriétés intéressantes pour la santé. Faire baisser le cancer du côlon, limiter les risques d'obésité, faire baisser le cholestérol, améliorer aussi l'état de la flore intestinale. La vitamine C. Il y a des carences très fréquentes en vitamine C dans la population générale, mais il y en a un peu moins chez les personnes qui ont choisi une alimentation végétale. Il y a aussi moins de carences en vitamine B9, une consommation supérieure aussi en antioxydants. Tout ça, c'est des points qui sont très positifs. Donc globalement, il y a plus que de moins. Si on veut optimiser, si on est un perfectionniste de l'alimentation, si on a des connaissances, c'est sûr que c'est mieux, mais il n'y a pas besoin d'avoir énormément de connaissances. La seule connaissance effectivement qu'il faut avoir, c'est la vitamine B12. Il faut trouver absolument une source fiable de vitamine B12. Une fois que vous avez cette connaissance-là, c'est très facile de faire mieux que la moyenne. Alors après, si on veut faire les choses vraiment très très bien, là c'est vrai que ça nécessite plus de connaissances. Et je voulais juste rajouter par rapport à ça, c'est que quand on consomme une alimentation conventionnelle, on ne se rend pas compte à quel point on consomme des compléments alimentaires indirectement par le biais des animaux. Ça, je trouve ça très important de dire, parce qu'on pourrait se dire, ah bon, mais alors ton régime alimentaire, là, il n'est pas très naturel. Mais en fait, on ne se rend pas compte que les cochons dans les élevages, les poulets, on leur donne de la vitamine B12, du fer, etc. Donc en fait, ce qui est absurde, hein, en fait. Finalement. Oui, l'industrie de la B12 aujourd'hui, c'est l'industrie, son marché, c'est pas les quelques véganes les véganes à travers le monde. L'industrie de la B12 aujourd'hui, c'est pour l'alimentation animale. Et tous les compléments alimentaires aujourd'hui sont dépendants totalement, fournissent l'industrie alimentaire. Enfin, quand on fait des enquêtes, nous, dans les élevages de poulets, et qu'on tombe sur la composition des aliments, qui sont donnés aux poulets, par exemple, on a une liste qui remplit toute une page, et il y a toutes les vitamines dont tu as parlé ici. Et le désavantage, c'est que c'est un emballage qui fuit, comme disait David Olivier, c'est-à-dire que pour avoir un apport de vitamines à la fin en mangeant via les produits animaux, il faut en donner beaucoup plus aux animaux que si on les prenait directement. Donc on a cette question-là, il faut qu'elle soit claire aussi, quoi. Voilà. Il n'y a pas une question de naturalité au niveau de l'alimentation qui est à l'avantage d'un ou de l'autre. Ouais, quand on entend ça, on se dit c'est complètement surréaliste, quoi. Ça devient, c'est quand même extraordinaire. De la même façon, les animaux, ils ont besoin aussi comme disait Jérôme, les acides aminés, c'est les plantes. Donc si ils ne sont pas axés à l'extérieur, il faut leur emporter ces aliments-là. Et donc comme les 95% des cochons et à peu près 83% des poulets sont... leur alimentation dépend exclusivement de ce que leur apporte l'éleveur. Donc on est dans une alimentation hors sol. Et même, de toute façon, même les animaux qui sortent à l'extérieur sont alimentés par des aliments extérieurs. Eh bien, j'espère que tout ça, ça vous enrichit. Moi, ça m'a donné faim aussi, et vous allez avoir le bonheur, pour ceux en tout cas qui ont réservé un repas, on l'a fait exprès justement, vous allez découvrir justement cette délicieuse cuisine. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez en faire l'expérience. Vous allez voir que ça peut être extrêmement goûteux, que ça peut être vraiment très bon, et qu'on se nourrit très très bien. Et je peux vous assurer, moi, depuis que je m'y suis mis, comme je l'ai dit ce matin, je me suis jamais senti en aussi bonne santé.
Au contraire, on en récupère même beaucoup d'énergie. Je trouve que c'est quelque chose d'absolument fantastique. Après, il y a la question de la transition. On aura l'occasion d'en parler. Parce que c'est vrai qu'on est confronté à un phénomène social, à des incompréhensions. Mais tout ça, ça peut se dépasser très facilement. Parce que c'est comme un choix, une orientation qu'on a pris dans sa vie. Eh bien, il faut être à l'aise avec ça et se dire, voilà, moi j'ai fait le. En fait, c'est même puisque vous faites un choix très altruiste. Vous faites le choix de ne plus participer à la souffrance. Et je trouve que c'est plutôt noble et que vous n'avez pas à en rougir, au contraire, que vous devez au contraire en être fier, l'affirmer haut et fort.